Donc, on va pouvoir commencer. Julie, est-ce que tu pourrais mettre la vidéo, s'il te plaît, de démarrage qui n'apparaît pas sur mon écran? Voilà. Donc, je vous invite à cliquer sur la vidéo et on va se rendre en fait du village de Pierrefonds jusqu'au château. Et c'est là que je vous rejoindrai. Alors, nous avons atterri sur les lys du château de Pierrefonds, qu'on appelle également l'esplanade, et je vais dès à présent vous partager mon écran pour que vous puissiez bénéficier de la visite. Donc, le partage d'écran est activé. Nous sommes sur les lys du château. Je vais d'abord vous faire un petit panorama de ce qu'on peut voir depuis les lys de ce château. Et vous apercevez en contrebas le village de Pierrefonds. Donc, Pierrefonds est une ville qui se situe dans l'Oise, dans les Hauts-de-France, à une centaine de kilomètres de Paris. Pierrefonds se trouve dans la forêt de Compiègne, à 15 kilomètres de cette ville. C'est un petit village avec un peu moins de 2000 habitants et son château qui surplombe donc ce village et un lac que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, le jour de la captation, le temps était magnifique. Regardez, c'était à peu près comme ça aujourd'hui. Il y avait un immense soleil. Je fais le tour et sans plus attendre, nous allons entrer dans ce château. La première chose que je dois vous dire, c'est que même si ce château ressemble fortement à un château fort, et c'en est un d'ailleurs, ça n'est pas un château médiéval. C'est un château qui a été entièrement reconstruit au XIXe siècle à la demande de Napoléon III et d'Eugénie, qui souhaitaient avoir une résidence pas trop loin de Compiègne où ils pourraient venir se reposer au calme. Le château est alors en ruine et Napoléon III demande à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc de reconstruire dans un premier temps le donjon et 2 tours du château. Sans plus attendre, entrons. Donc on est ici devant le pont-levis et tout de suite, en arrivant, nous allons voir 2 choses très intéressantes pour la visite. Au-dessus du pont-levis, nous avons un chevalier qui est en train de tuer un dragon. Ce chevalier, c'est Saint Georges, le saint patron des chevaliers. Et on a donc ici l'évocation du Moyen-Âge. Juste en dessous, l'aigle impérial, symbole de Napoléon III. Et donc, on a comme ça ce dialogue entre Moyen-Âge et 19e siècle qui va se faire tout au long de la visite. Lorsque Viollet-le-Duc reconstruit le château, c'est dans un premier temps pour qu'il serve de résidence, mais ensuite, Napoléon et Eugénie vont changer d'avis. Ils ne vont plus vouloir venir vivre à Pierrefonds, et donc le château va être transformé en musée. Viollet-le-Duc va en faire un livre d'architecture sur la fin du Moyen-Âge. Il va nous présenter ce qu'était l'architecture à la fin du XIVe siècle, début XVe siècle. Et c'est ce qu'il fait ici, par exemple, avec ce pont-levis. On note toutefois que l'architecte n'hésite pas à utiliser des matériaux innovants, comme c'est le cas pour ces flèches qui sont en métal rifté, alors que si on était au Moyen-Âge, ces flèches auraient été en bois. On a également une grille et non pas une herse. D'ailleurs, si un jour vous venez à Pierrefonds, vous pourrez constater que cette grille n'est pas utilisable, on ne peut pas l'abaisser. Entrons maintenant dans la cour. Alors, on va se placer bien au centre de la cour et je vais vous présenter ce que nous pouvons voir d'ici. Je vous fais d'abord faire un petit tour, un panorama, et je vous explique ensuite ce dont il en retourne.
Donc nous avons ici en face de nous un personnage sur son cheval, c'est bien sûr un chevalier, c'est le prince Louis d'Orléans, duc du Valois, comte de Blois et d'Angoulême. Ce prince, c'est le seigneur de Pierrefonds au Moyen-Âge. Parce que oui, Viollet-le-Duc a reconstruit le château, mais il existait bien un château au Moyen-Âge. Louis d'Orléans, c'est le petit frère du roi Charles VI. Alors, pour vous situer, on est au XIVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, entre les Français et les Anglais. Le roi, c'est le roi fou. Il a des crises de démence et donc il ne peut pas gouverner. C'est donc un conseil formé de son petit frère, Louis d'Orléans, et des oncles de Charles et Louis qui vont gouverner. Le problème, c'est que les oncles ne s'entendent pas avec le petit frère et que pour montrer sa puissance, eh bien, Louis d'Orléans va faire construire ou va racheter d'immenses forteresses. C'est le cas de Pierrefonds qu'il va faire construire une fois qu'il devient duc du Valois, donc après 1392. Donc ça, c'est le château médiéval de Pierrefonds. Au XVIIe siècle, le château va être ruiné par les canons de Louis XIII et de Richelieu, car des ennemis du roi s'étaient réfugiés à l'intérieur. Et on arrive à ce moment-là avec un château vraiment ruiné. Je vais d'ailleurs vous montrer une petite animation pour vous donner une idée de ce qu'était le château de Pierrefonds. Donc je me retourne et je vous montre tout de suite cette petite animation. Dans un premier temps, le projet ne porte que sur la restauration de 2 tours d'angle, à l'est et au nord, et du donjon rectangulaire devant être aménagé en résidence impériale. Napoléon III souhaite conserver au lieu son aspect de ruine pittoresque, romantique et mystérieuse. Donc voilà, ça c'était le projet à partir des ruines. Napoléon III a demandé à Viollet-le-Duc, donc on est en 1857, la reconstruction du château. Dans un premier temps, il ne demande que la reconstruction du donjon que vous avez ici devant vous. Donc le donjon, même s'il est vrai que dans les châteaux forts, c'est souvent une tour, la plus grosse tour du château. Ici, à Pierrefonds, c'est un petit peu particulier parce que il est composé de plusieurs éléments. La tour carrée qui est ici, le logis qui se trouve là, ainsi qu'une des 2 grosses tours que l'on a vues lorsque nous étions devant la façade. Donc, dans un premier temps, Napoléon demande la reconstruction du logis. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au Moyen-Âge, c'est dans le donjon que le seigneur va vivre. Et Napoléon reprend cette fonction. Mais Napoléon change d'avis et finalement, il ne veut plus venir vivre à Pierrefonds. Et à ce moment-là, c'est son cousin qui va le convaincre de laisser l'architecte Viollet-le-Duc terminer le château. Et à partir de là, Viollet-le-Duc a carte blanche pour faire ce qu'il veut du château. Et il va donc, comme je l'ai dit, transformer le château en livre d'architecture. Il va nous montrer à quoi ressemble l'art religieux de la fin du XIVe, début XVe siècle. Nous avons ici la chapelle. Il va nous montrer également à quoi ressemble l'architecture civile de cette époque. Nous sommes là en face de l'aile des invités. Et puis, ça continue de ce côté. Là, on est plus sur un style qui tend vers la Renaissance avec la galerie. On est sur l'aile des cérémonies que l'on appelle également l'aile des preuses à cause de la salle qui se trouve à l'intérieur. Alors, on va faire maintenant quelque chose d'un peu spécial qu'on ne peut pas faire lorsqu'on visite le château de Pierrefonds. Attention, je vais vous retourner et nous allons monter pour voir le château d'un peu plus haut. Donc là, on est monté d'un étage, mais ça ne nous suffit pas. Nous allons continuer encore plus haut. Et nous voilà arrivés au sommet des toits du château de Pierrefonds, où on peut voir la forêt de Compiègne qui entoure ce château. C'est très important, puisqu'au Moyen-Âge, le seigneur se nourrit de la chasse, et donc il a besoin de la forêt. Ce qu'on voit ici, c'est le village de Pierrefonds. On voit une partie du parc du château, et voilà le lac du village de Pierrefonds. Si un jour vous avez l'occasion de venir, vous pourrez vous promener autour de ce plan d'eau.
Au XIXe siècle, Pierrefonds est également une ville thermale. Et donc, il y a énormément de visiteurs et de touristes qui viennent à la fois profiter des eaux de Pierrefonds, mais également du château. Donc, attention, un petit renversement, voilà. Et donc, de là, je vous resitue. Sur la gauche, nous avons le donjon. En haut, l'aile des preuses. Sur la droite, l'aile des invités. Et en bas, la chapelle, où nous allons nous rendre immédiatement. Donc, on redescend. Et nous nous dirigeons vers la chapelle. Donc, devant cette chapelle, on a d'abord ici l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui est costumé en pèlerin de Saint-Jacques. Regardez, il a une coquille Saint-Jacques sur son chapeau, il a son bâton de pèlerin. Pourquoi? Parce qu'avant la construction du château, il y avait une chapelle qui était dédiée à Saint-Jacques, justement. De chaque côté, Louis d'Orléans et sa femme, Valentine Visconti, une Italienne. Entrons maintenant à l'intérieur. Alors, pour l'aile des preuses, je vous expliquerai lorsqu'on sera à l'intérieur de la salle, vous allez comprendre pourquoi je vous expliquerai ce que sont les preux et les preuses. Donc, nous avons en face de nous l'archange Michel qui est en train de tuer le dragon. Alors, même si le dragon est tout petit, hein, hop, on le voit bien, il est ici. Ça, c'est un clin d'œil au Mont Saint-Michel sur lequel Viollet-le-Duc a également travaillé. Cette chapelle n'a pas été terminée dans le sens où elle n'a pas été décorée. Vous verrez lorsqu'on sera dans le donjon que ce qui devait servir d'appartements impériaux a été entièrement décoré, du sol au plafond. Et finalement, le château n'a lui jamais vraiment été terminé dans les autres parties, autres que le donjon. La pierre est restée brute. Par contre, on a dans la chapelle de très beaux décors avec des vitraux qui ont été également dessinés par Viollet-le-Duc. On dit que le château de Pierrefonds, c'est son château parce qu'il l'a construit de A à Z. Il a conçu les plans, il a dessiné le décor, il avait même dessiné des meubles qui n'ont jamais été construits car Napoléon et Eugénie ne souhaitaient plus venir vivre à Pierrefonds, mais tout est de l'architecte Viollet-le-Duc. Ce qu'on voit ici sur la gauche, c'est la tribune impériale. Donc, si Napoléon et Eugénie étaient venus vivre à Pierrefonds, c'est d'ici qu'ils auraient suivi la messe. Nous partons maintenant au premier étage, au niveau de la galerie. Et de là, je vous présente la petite particularité de cette chapelle. Regardez, au-dessus du chœur, nous avons une tribune. Alors, c'est assez étrange et c'est unique en son genre. Il n'y a qu'à Pierrefonds qu'il y a une tribune au-dessus du chœur. C'est la petite touche de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Pourquoi il a fait ça? Alors, on n'a pas de réponse ferme et définitive, on a plutôt des hypothèses. Peut-être pour un chœur, une chorale, peut-être aussi pour y placer des gardes qui auraient surveillé la tribune impériale. On monte encore d'un étage et on rejoint cette tribune. On est maintenant en face de la Grande Rose et je vous rappelle que le but de l'architecte, lorsqu'il construit ce château, c'est de nous montrer à quoi ressemble l'architecture du XVe siècle. Et là, en l'occurrence, il veut nous montrer l'architecture gothique. Donc, on retrouve les voûtes sur croisées d'ogives, on retrouve les fenêtres à remplage et on découvre la Grande Rose qui permet de laisser entrer la lumière. Je vous laisse profiter de cette vue magnifique. Donc ça, c'est quelque chose qui en visite n'est pas accessible. L'avantage de cette visite 360, c'est que je peux, moi, ce soir, vous emmener dans des endroits qui ne sont d'habitude pas ouverts au public. Nous allons maintenant redescendre, quitter la chapelle et se rendre dans l'aile des invités.
Donc nous quittons la chapelle, nous rejoignons la cour et nous partons ici par le grand escalier dans l'aile des invités. Alors derrière ce chevalier duc d'Orléans et du Valois, nous avons des chimères. Alors ça c'est très intéressant parce que Viollet-le-Duc est passionné par ce qu'on appelle le bestiaire fantastique. Vous savez, ce sont les animaux, les chimères qui sont créés à partir de divers animaux. Et ici par exemple, nous avons un animal avec une tête de pélican, des mamelles, des pattes de grenouille. Et puis derrière, un autre animal avec une tête d'aigle, mais cet aigle a, regardé, des jambes un petit peu particulières puisqu'on retrouve l'armure de chevalier. De ce côté-ci, on a encore des animaux très étranges, un serpent avec des pattes de lion, et derrière, nous avons un bœuf ailé. On va pouvoir maintenant entrer à l'intérieur de cette aile des invités. Et voilà, on est arrivé au premier étage de l'aile des invités où devaient se trouver les salons de réception, les chambres devant être, elles, un étage au-dessus, donc au deuxième étage. Dans cette aile des invités à Pierrefonds, nous avons une collection un petit peu particulière de ce qu'on appelle de la plomberie d'art. Ce sont en fait des objets qui servent à décorer les toits. On a ici un lion ailé, et puis quand on se retourne, nous avons des pots à feu, donc des décorations qui se trouvent sur les toits. Pourquoi est-ce qu'on a ça à Pierrefonds? Eh bien, c'est un don de l'entreprise Monduit qui a travaillé à Pierrefonds au XIXe siècle et qui a travaillé aussi avec l'architecte Jeanne Viollet-le-Duc sur de nombreux autres monuments. Lorsqu'en fait cette entreprise réalisait un élément au XIXe siècle, elle en faisait toujours une copie qui servait à être présentée lors des expositions universelles notamment. Et ce sont toutes ces copies que nous avons reçues à Pierrefonds. Donc ici, je ne vous en montre qu'une infime partie, mais sachez que si vous venez un jour à Pierrefonds, en partant par ce couloir à gauche puis à droite, vous verrez des crêtes de fêtage, des épis de fêtage, des éléments qui se trouvent normalement sur les toits. L'entreprise Monduit avait un don particulier pour le métal repoussé. C'est une technique que maîtrisait cette entreprise puisque cet élément, par exemple, est creux. Alors, comment ça se passait? Eh bien, des sculpteurs faisaient un modèle en plâtre ou en argile. On venait ensuite faire un moule en fonte qu'on appelait la matrice. Et à partir de ce moule en fonte, on venait à l'intérieur marteler des feuilles de métal, du cuivre ou du plomb, des feuilles très fines que l'on venait ensuite souder ou rifter. Et on arrivait ensuite à ce genre de statue monumentale qui pouvait être présente sur absolument tous les types de bâtiments possibles et imaginables. Alors, nous allons passer par la fenêtre et retourner dans la cour. Je vais maintenant vous emmener dans le donjon. Donc, je vous rappelle que le donjon, c'est la partie qui se trouve ici devant nous et nous allons monter au dernier étage du donjon. Alors, j'utilise le plan pour vous y emmener directement. Voilà, donc là, on est au sommet de l'escalier qui permet d'accéder au donjon et nous entrons dans la salle qui se trouve juste derrière cette porte. Alors, cette partie-là n'est pas non plus accessible en visite. Cette salle, nous l'appelons la salle bleue à cause de son décor, bien sûr. Cet étage aurait dû être réservé au prince impérial, le petit loulou. Dans le donjon, nous avions un premier étage pour l'empereur, un deuxième étage pour l'impératrice et un troisième étage qui était prévu donc pour le petit prince impérial. Tous les décors que vous voyez, c'est en fait de la peinture. Alors, Viollet-le-Duc a choisi à Pierrefonds d'utiliser de la peinture à l'eau, de la peinture à la détrempe, et pas de la peinture à l'huile. C'est un choix qu'il a fait. On n'a pas exactement les raisons de ce choix, mais en tout cas, c'est ce qu'il a choisi de faire. Et les motifs que vous voyez ont été réalisés
avec la technique du poncif. Donc le poncif, c'est un peu le principe du pochoir. Vous prenez une feuille, vous tracez un motif et sur ce motif, vous allez percer de petits trous. Ensuite, en plaçant ce motif sur le mur et en venant tamponner avec du pigment, vous allez avoir le dessin qui va apparaître sur le mur et vous n'avez plus ensuite qu'à relier les points. Alors, je vois qu'on a demandé dans le chat pourquoi certaines salles ne sont pas accessibles à la visite pour des raisons de sécurité, tout simplement, et parce que le circuit de visite se fait dans un sens unique. Pour accéder à ces salles-là, on est obligé de passer dans des endroits qui n'ont pas été conçus pour accueillir le public. On va maintenant de cette salle bleue redescendre 2 étages en dessous et aller directement dans le salon de réception. Alors, nous voilà arrivés dans le salon et vous voyez que, contrairement à la chapelle, celui-ci a été entièrement décoré. Quand je dis entièrement décoré, j'entends qu'il a été préparé pour que Napoléon et Eugénie puissent venir vivre dans ce donjon, puisque je vous le rappelle, le donjon au Moyen Âge, c'est le logis, et donc c'est là que le seigneur vivait. Je vais vous présenter, hop, juste ici, Napoléon III quand même. Donc Napoléon III, c'est le premier président de la République française et il a également été empereur suite à un coup d'État. C'est le neveu de Napoléon Ier. Et donc il cherchait au XIXe siècle un endroit où se reposer. Napoléon avait un palais impérial à Compiègne, à 15 km de Pierrefonds, dans lequel il organisait ce qu'on appelle des séries. C'était des grandes fêtes qui réunissaient toute l'aristocratie européenne. Et donc, il avait besoin d'un lieu un petit peu au calme où il puisse se reposer. Et c'est pour ça que son choix s'est porté sur Pierrefonds. Donc, concernant le décor, on est là encore sur de la peinture. On a plusieurs motifs. On a d'abord les aigles impériaux, que ce soit ici, sous les poutres, dans des écus, ou sur le mur. Regardez, ces figures rouges sur fond jaune, ce sont des aigles de profil. Donc, comme je l'explique souvent aux enfants, c'est un peu le principe du logo. À chaque fois que vous voyez un aigle, il faut vous imaginer qu'il est écrit Napoléon III. Donc, on ne peut pas oublier chez qui on est ici. On est chez l'empereur. On a également les armoiries impériales, donc dans les écus, et on a les armoiries de Louis d'Orléans. Donc cette salle, en fait, elle a été décorée avec les symboles des deux seigneurs de Pierrefonds, seigneurs entre guillemets, Louis d'Orléans et Napoléon III. On retrouve ici l'écu azur à fleurs de lys dorées, avec la brisure, le lambel à 3 pendants. Le lambel, c'est cette partie-là qui indique que c'est une branche cadette de la famille des rois de France. Je vous rappelle que Louis d'Orléans, c'est le petit frère du roi Charles VI, donc c'est un fils de Charles V. Louis d'Orléans est fils de roi, frère de roi, grand-père de roi, arrière-grand-père de roi, mais lui ne sera jamais roi. Son petit-fils qui est devenu roi, c'est Louis XII, et l'arrière-petit-fils, c'est François Ier, en sachant que François Ier n'était pas le fils de Louis XII, ce sont 2 branches séparées. Les armoiries de Louis d'Orléans, mais également le symbole de la famille d'Orléans. Regardez ici, nous avons des porcs-épics. Donc Louis XII va créer l'ordre du porc-épic en hommage à sa famille. On a un autre symbole qui, lui, est un peu plus discret. C'est ici, ce sont les bâtons qui sont là. Alors ça, on appelle ça du bâton noueux. Et en fait, il existait entre Louis d'Orléans et son cousin et oncle, duc de Bourgogne, une espèce de combat d'armoiries. Dans un premier temps, sur les armoiries du Bourguignon, se trouvent les orties.
Et donc, Louis d'Orléans va décider de prendre comme emblème le bâton, parce qu'au Moyen-Âge, les paysans battent les orties avec des bâtons. Dans un second temps, le cousin bourguignon va décider de prendre comme emblème le rabot et de prendre comme devise « je le tiens ». Sous-entendu, je tiens le bâton et je le rabote. Louis d'Orléans décide alors de changer sa devise et de prendre comme devise « je l'ennuie », ce qui est une façon très polie de dire à son cousin « je me fiche bien de toutes vos armoiries et de tout ce que vous pensez ». Là encore, ce sont des décors faits à la peinture à l'eau. Et je vais vous montrer quelque chose qu'on a très peu l'occasion de voir, puisque normalement, une fois les décors finis, c'est caché. C'est cette partie-ci. Donc là, on est dans une pièce qui se trouve au 2e étage du château. Et ce que vous avez devant vous, c'est un nuancier. C'est la même chose que ce qu'on vous donne lorsque vous allez au magasin de bricolage pour choisir votre peinture. Viollet-le-Duc avait demandé au peintre de réaliser des nuanciers afin qu'il puisse choisir les couleurs qui lui plaisaient le mieux. Donc Viollet-le-Duc a non seulement choisi les dessins des décors, mais également les couleurs. Et normalement, ce genre de choses doit être recouvert une fois que les décors peints ont été apposés. Alors, dans cette pièce, regardez, on a commencé à décorer. Le plafond a été peint. On a également une frise sur le haut du mur. On a le pourtour des fenêtres qui a été peint, mais on s'est arrêté. Je vous rappelle qu'on arrête parce que Napoléon change d'avis. Alors, on ne sait pas trop pourquoi exactement, mais toujours est-il qu'il ne souhaite plus venir vivre à Pierrefonds. Et à partir de là, l'objectif de l'architecte, c'est d'en faire un musée. Le château va être ouvert au public à partir de 1866 et dès cette année-là, des visiteurs viennent voir le château de Pierrefonds, mais qui est toujours en travaux. Les travaux vont continuer après la mort de l'architecte et ils vont durer jusqu'en 1885. Alors, dans un premier temps, c'est Napoléon III qui paye avec sa cassette personnelle les travaux. Lorsqu'il abdique en 1870, c'est ensuite la Troisième République qui va prendre le relais et qui va payer la fin des travaux de Pierrefonds. Alors, on retourne dans le salon et on va parler un petit peu de la façon dont Viollet-le-Duc travaille. Viollet-le-Duc, il est très clair dès le début, lorsqu'il reconstruit Pierrefonds, il n'est pas question de refaire le château tel qu'il a existé à l'époque de Louis d'Orléans. Il reconstruit le château tel qu'il aurait pu être dans le nord du royaume de France au XVe siècle. Donc c'est un château qui va sortir de son imagination à lui. Mais quand il a de la matière pour travailler, j'entends par là qu'il restait des ruines, donc il va pouvoir s'inspirer de ces ruines, et c'est le cas par exemple pour cette cheminée. À l'étage du dessus, il nous restait cette cheminée qui est la cheminée médiévale, donc la cheminée du château de Louis d'Orléans. Et Viollet-le-Duc va prendre pour modèle cette cheminée pour réaliser celle qui se trouve à l'étage en dessous. Il va faire la même chose pour certaines statues qui vont être retrouvées directement dans les ruines ou lors de fouilles archéologiques, parce que Viollet-le-Duc fait aussi un travail d'archéologue. Mais le château de Pierrefonds tel qu'on le visite aujourd'hui n'est pas le château de Louis d'Orléans. Ici, nous avons un meuble. Ce meuble, c'est le seul meuble dessiné par Viollet-le-Duc et conçu. Les autres meubles, il les avait dessinés. Il avait dessiné par exemple un lit pour la chambre, n'ont pas été réalisés. Cette banquette, on voit qu'elle a un décor végétal. On voit les fleurs, les branches. On remarque aussi le décor végétal au niveau de la frise. Regardez en haut, ici. Et donc, pour certains historiens de l'art, Viollet-le-Duc est le précurseur de l'art nouveau. Je vais vous montrer également dans la pièce suivante tous les décors végétaux qu'il a réalisés.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, Viollet-le-Duc, il adore le bestiaire fantastique. Et donc, dans cette salle, il s'est fait plaisir, puisque regardez, sur les panneaux en bois, il a dessiné, ensuite des sculpteurs ont sculpté ces panneaux, des animaux fantastiques. Donc, on a par exemple ici à gauche un dragon avec une corne de rhinocéros, au milieu une espèce de lézard avec des cerfs, et puis alors là, moi, je ne sais toujours pas ce que c'est comme animal. C'est libre d'interprétation. À chaque fois que j'ai des enfants en visite, je leur demande parce que les enfants ont beaucoup d'imagination. Mais voilà, je n'ai toujours pas décidé ce qu'était cet animal. Il y en a d'autres, je vais vous les montrer. Donc, ils sont ici. On a par exemple là un éléphant avec un corps de sauterelle et là une espèce de sirène avec des ailes de chauve-souris et un très long cou. On a également ici une espèce de méduse, donc une femme avec un corps de pieuvre, de poulpe, et ici sur le côté, deux bêtes qui sont en train de se manger l'une et l'autre. Alors, Viollet-le-Duc est un homme moderne et du coup, quand il construit le château de Pierrefonds, il ne le reconstruit pas avec les techniques du Moyen Âge. Ça n'est pas du tout le but pour lui. Le but, c'est de construire un château pour que ça nous donne une idée de ce que c'était au Moyen Âge. Mais ça n'est absolument pas de réutiliser les techniques médiévales. Et Viollet-le-Duc va d'ailleurs utiliser le métal dans son château. Alors, il est parfois caché, comme c'est le cas dans les poutres, ici. Regardez cette petite animation qui va tout vous expliquer. En effet, derrière ces poutres apparentes en bois, Viollet-le-Duc dissimule en réalité toute une technicité qui accroît la solidité des planchers. Les poutres employées sont dites composites. Elles sont confectionnées à partir de plusieurs pièces de bois, imbriquées et solidement assemblées entre elles par des tiges métalliques boulonnées. Cette technique permet d'accroître considérablement la résistance des poutres et d'augmenter ainsi la portée des planchers et donc la largeur des pièces. Donc, comme avec le pont-levis, Viollet-le-Duc n'hésite pas à utiliser le métal lorsqu'il pense que c'est nécessaire. Alors, on va maintenant passer dans une autre pièce du donjon. Là, nous étions dans le salon et on va aller dans le cabinet de travail de Napoléon. Donc, on arrive à l'intérieur de cette pièce. On retrouve un décor de boiserie et de peinture. On a encore une fois les aigles impériaux avec la couronne impériale. On retrouve les abeilles sur la cheminée, donc ça c'est pour l'oncle, pour Napoléon Ier, donc vous avez une représentation ici. Et on retrouve également des chardons. Alors ça, on le sait moins, mais le grand-père d'Eugénie était écossais. Eugénie, elle, est une comtesse espagnole. Et donc, pour rendre hommage à son grand-père, Viollet-le-Duc a fait sculpter ces chardons qui sont violets. Et ça, c'est important parce que la couleur préférée d'Eugénie, c'est le violet. Et regardez, ce qu'on retrouve au plafond, on retrouve des petites violettes. Donc là aussi, un clin d'œil à la femme de Napoléon III. Si un jour vous vous rendez au château de Pierrefonds, vous pourrez admirer ces tableaux qui nous montrent Pierrefonds en ruine. Pierrefonds est un lieu romantique par excellence et lorsque le château est en ruine, de nombreux visiteurs viennent se promener, penser, philosopher dans les ruines. Un de ces visiteurs célèbres était Alexandre Dumas. Alexandre Dumas vivait lorsqu'il était enfant à Villers-Cotterêts, c'est à 15-16 km de Pierrefonds à vol d'oiseau. Et il explique dans ses mémoires que lorsqu'il a une douzaine d'années, son grand plaisir, c'est de parcourir le chemin à pied, de venir jouer dans les ruines de Pierrefonds et puis de repartir le soir. Donc, vous voyez,
au 19e siècle, c'est vraiment un lieu romantique, d'autant plus qu'on va faire installer dans les ruines de Pierrefonds ce qu'on appelle des harpes éoliennes. Alors là, vous entendez le son de ces harpes. Ce sont en fait des boîtes en bois formées d'une caisse de résonance avec des cordes, et c'est le vent qui joue de cet instrument. Donc elles n'existent plus aujourd'hui, on ne les a plus, elles ont été retirées, mais on avait à Pierrefonds ces harpes éoliennes. Et puis on a aussi des fêtes qui sont organisées dans les ruines. Par exemple, ici, vous avez une représentation du banquet de mariage de la princesse Louise, la fille de Louis-Philippe, donc on est en 1832, et le mariage a lieu dans les ruines de Pierrefonds. Elle a été mariée au roi des Belges, c'était Léopold Ier à l'époque. Donc ça, c'est l'aspect romantique des ruines, mais on revient toujours sur la modernité. Vous vous rappelez, Viollet-le-Duc est moderne et il va faire installer pour l'empereur des WC, des water closets, donc un placard à eau en anglais. Et ces WC étaient installés avec une chasse d'eau. C'est ça en fait qui est moderne, c'est l'installation de la chasse d'eau. Donc l'empereur n'a probablement jamais utilisé ces toilettes impériales. Et puis, autre chose très moderne, c'est la petite grille de ventilation que vous voyez ici, qui a été prévue pour le chauffage. Viollet-le-Duc avait imaginé un système de chauffage central. Donc certes, on avait les cheminées qui étaient tout à fait utilisables, hein, mais il a fait installer dans les caves de la salle des Preuses et au rez-de-chaussée du donjon des calorifères. Donc ça, c'est un des calorifères qui se trouve au rez-de-chaussée du donjon. C'est une espèce de gros four en briques dans lequel on va faire du feu avec du charbon. On va bien sûr évacuer la fumée, on a le conduit d'évacuation qui est ici, et on va faire entrer de l'air frais qui circule dans des tuyaux indépendants. L'air va chauffer et l'air est ensuite renvoyé par ces conduites vers les salles supérieures. Alors ça, c'était très beau en théorie. En pratique, ils ont essayé au 19e siècle, ils ont consumé des tonnes et des tonnes de charbon. Ça n'a jamais fonctionné puisque les salles du château sont beaucoup trop volumineuses. Évidemment, le château n'est pas isolé. Et d'ailleurs, si vous venez à Pierrefonds, je vous conseille de le faire plutôt au beau jour parce qu'encore aujourd'hui, il faisait vraiment très froid dans le château. Il fait presque plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ça reste un château très agréable. Nous allons quitter le cabinet de travail et nous rendre dans la chambre. Alors, on est ici arrivé dans la chambre, ce qui aurait dû être la chambre de l'empereur. L'impératrice avait une autre chambre, je vous la montrerai ensuite. On se retourne et ici se trouve l'emplacement du lit qui a été dessiné, mais qui n'a jamais été conçu. Donc ça, c'est un projet de lit dessiné par l'architecte Viollet-le-Duc. Derrière, on a le déshabilloir, donc qui permet d'entrer en pyjama et de ressortir habillé. C'est le seul meuble qui est dans cette pièce. Viollet-le-Duc, dans cette chambre, il a voulu être didactique et il a voulu nous en apprendre un peu plus sur le parcours d'un chevalier au Moyen-Âge. Et la frise raconte en fait l'histoire de cet enfant, de ce bébé qui apprend à marcher, qui va devenir un jeune enfant et qui va entamer sa formation de chevalier. Donc il devient dans un premier temps galopin. Il va bien sûr apprendre à lire, à écrire, à compter, mais il va surtout commencer à nettoyer les écuries. C'est le début de sa formation. Il va devenir ensuite un page. L'étape n'est pas représentée, mais le page va s'occuper des chevaux. Ensuite, à 12 ans, il devient écuyer. Il est envoyé dans une autre famille noble. Il va apprendre à monter à cheval, mais il va surtout apprendre à aider son seigneur, à lui mettre, à lui enlever son armure. Ensuite, comme tous les adolescents du monde, ce jeune homme va tomber amoureux et il va sortir avec ses amis. C'est ce que nous avons ici.
Au milieu, ça y est, il a été adoubé, il a reçu son destrier et il est acclamé par ses amis. Dans les histoires, dans les contes, dans les livres, le chevalier combat des bêtes sauvages pour sauver les demoiselles en détresse. C'est ce que nous avons là. Mais le chevalier, il a quand même un métier. C'est un soldat. Il doit servir son seigneur et lorsqu'il ne combat pas, il doit s'entraîner lors de tournois, lors de joutes. C'est ce que vous avez ici représenté. Le chevalier, après avoir vécu toutes ses aventures et réalisé tous ses exploits, il va épouser une dame, il va hériter du titre de seigneur de son père et en tant que seigneur, il va rendre la justice. On le voit ici avec le bâton de justice dans la main. Il va aller à la chasse, ça c'est très important. Je vous ai déjà dit que le château de Pierrefonds était dans la forêt de Compiègne. Le seigneur, en effet, pour se nourrir, mange du gibier. En tant que seigneur, il se doit de se faire construire un château. On le voit ici avec l'architecte. Et ensuite, il va pouvoir raconter ses aventures, raconter sa vie à ses enfants et petits-enfants. Et l'histoire peut continuer. Sur la cheminée, on a ici les différents types de chasse, donc à l'arbalète, à l'arc, au faucon et à courre. En dessous, on a une devise qui veut peu. Alors, l'origine de cette devise est un peu floue. On a longtemps cru que c'était la devise de Louis d'Orléans, mais en fait, non, pas du tout. Donc, il s'agirait peut-être de la devise des premiers comtes de Pierrefonds. Donc, on est à l'époque carolingienne, au Xe siècle. Aujourd'hui, cette devise qui veut peu, c'est la devise du village de Pierrefonds. Je vais maintenant vous emmener dans la chambre de l'impératrice qui se trouve donc juste au-dessus et nous passons pour cela par la cheminée. Et voilà, on est arrivé dans la chambre de l'impératrice. Donc ça, c'est également une salle qui n'est pas accessible dans le circuit de visite, mais qui est accessible lors de visites un petit peu particulières qu'on appelle les visites privilèges. On vous en parlera à la fin de cette visite. Donc le décor de cette chambre est consacré à Arthur et aux chevaliers de la table ronde. Donc nous avons ici tout en haut Arthur et ensuite les chevaliers, Tristan, Galahad, Lancelot, Gauvin, Perceval, Arpin et Sagremort. On a également beaucoup de décors végétaux. Regardez, je vais vous mettre comme ceci pour que vous puissiez voir la voûte de cette chambre qui est absolument magnifique. Donc, je vous laisse profiter du décor. Donc, cette chambre, elle se trouve dans une des deux tours que nous avons vues lorsque nous étions sur les lys. On va ressortir pour que je puisse vous montrer de quoi il s'agit. Donc voilà, on est revenu au niveau de la façade et en fait la chambre de l'empereur et la chambre de l'impératrice se trouvent dans cette tour, la tour du milieu. Vous remarquez que sur ces tours, on a des statues. Alors ici, on a un personnage qui est en fait Jules César, sauf qu'on a rarement l'occasion de voir Jules César avec un aume et une cotte de maille. Et puis sur l'autre tour, nous avons Charlemagne. Il y a 8 tours à Pierrefonds et chacune de ces tours a reçu le nom d'un preux, P-R-E-U-X. Le preux, c'est celui qui réalise des prouesses, donc des exploits, des choses extraordinaires. Et au XIVe siècle, il y a un poète, Jacques de Longuillon, qui va écrire un très très long poème qui raconte les aventures de ces 9 preux. Donc il y a 3 preux issus de l'Ancien Testament, le roi David, Josué et Judas Maccabée, 3 preux issus de l'Antiquité, Alexandre le Grand, Jules César et Hector, et 3 preux issus du Moyen Âge, Charlemagne, Godefroy de Bouillon et un personnage légendaire,
le roi Arthur. Il y a le pendant féminin des preux, on va le voir juste après. Donc si vous avez bien suivi, je vous ai dit qu'il y avait 9 preux, mais qu'à Pierrefonds, nous n'avions que 8 tours. C'est parce qu'en fait, on considère que la chapelle, qui est la tour de Judas Maccabée, est aussi la tour de David. Donc comme ça, on a bien tous les preux qui sont présents. Donc on revient sur les hauteurs du château. Nous allons redescendre. Et entrer à l'intérieur de l'aile des Preuses. Donc on l'appelle l'aile des Preuses parce qu'en fait, toutes ces fenêtres constituent une seule et même salle qui s'appelle la salle des Preuses. Alors voilà, on est arrivé dans cette salle. C'est la plus grande salle du château. Pour que vous ayez un très beau point de vue, on va se mettre tout au bout et on va même monter sur la tribune. Je vais revenir après sur le décor, ne vous inquiétez pas. Mais je veux juste vous la présenter vue d'ici. Voilà. Donc, on appelle l'aile des Preuses parce qu'à l'intérieur se trouve la salle des Preuses. C'est une salle qui mesure 52 mètres de long. Il y a 12 mètres de hauteur sous voûte et 9,50 mètres de large. En face de nous se trouve une cheminée qui a été dessinée par l'architecte Viollet-le-Duc. Il s'est inspiré pour cela d'une cheminée qui se trouvait à Coucy, le château. Coucy, c'est un château médiéval également, un château fort qui est en ruine aujourd'hui, qui se trouve dans l'Aisne, à une quarantaine de kilomètres de Pierrefonds. Donc si un jour vous venez à Pierrefonds, n'hésitez pas non plus à aller voir Coucy, c'est absolument magnifique. Donc Viollet-le-Duc s'inspire de la cheminée de Coucy et il va mettre sur cette cheminée les statues des 9 preuses. Donc comme on a les 9 preux, on a le pendant féminin. La plus connue, c'est Sémiramis, reine légendaire de Babylone. Et on a ensuite d'autres preuses. On a Hippolyte aussi qui est assez connue. C'est la reine des Amazones dans l'un des 12 travaux d'Hercule. Hercule est chargé de récupérer la ceinture des Amazones, de la reine des Amazones, pardon, et cette reine, c'est Hippolyte. Viollet-le-Duc a donné le visage de l'impératrice à Sémiramis, qui se trouve au centre. Et pour les 8 autres preuses, il leur a donné le visage des dames de compagnie. Ça tombait bien, elles étaient 8. Donc avec l'impératrice, on arrive à 9. La charpente de cette salle des preuses est en métal. Et vous voyez ici, on a des traces blanches. Alors, actuellement, la salle des preuses, elle est fermée pour travaux. Donc, si vous venez à Pierrefonds, vous ne pourrez pas voir cette salle. Un immense échafaudage a été monté. La couverture en ardoise a été retirée et les artisans travaillent en ce moment même sur la charpente en métal. Tout ça va être nettoyé, va être consolidé et il y aura ensuite des travaux de réfection de peinture à l'intérieur. Donc, quand vous viendrez à Pierrefonds, on espère que la salle des preuses pourra vous accueillir toute belle, toute neuve. Je vais vous passer une petite animation sur justement la charpente. Sous la voûte en berceau, la charpente en acier de la salle des preuses se dessine. Elle est composée de 13 fermes reliées entre elles dans la longueur par des barres métalliques transversales. Chacune de ces fermes se compose de 2 montants latéraux, les arbalétriers, réunis entre eux par des pièces cintrées dessinant un arc brisé. Chaque ferme est solidement fixée sur les murs porteurs au moyen de boulons scellés au plomb. Plus légère qu'une charpente en bois et surtout ininflammable, cette structure métallique n'offre que des avantages. Donc ça, c'est pour vous montrer que toujours, dans un souci de modernité, Viollet-le-Duc utilise des matériaux modernes. Alors, on va redescendre. Je vais vous montrer quand même cette cheminée de près, avec les 9 preuses. Donc au centre, c'est le visage d'Eugénie. Ces dames de compagnie, vous remarquez peut-être que la preuse qui est ici
ne porte pas de couronne parce que c'était la seule dame de compagnie d'Eugénie qui n'était pas noble. Donc, on peut la reconnaître comme ça. De l'autre côté, on retrouve un preux. On va aller voir. Voilà, il est à l'entrée. Donc, on retrouve ici le preux Charlemagne avec ses paladins. Au Moyen-Âge, on raconte l'histoire de Charlemagne et de ses paladins comme on raconte l'histoire d'Arthur et des chevaliers de la table ronde. Donc, on a ici ses compagnons Olivier, Roland, l'évêque Turpin et Guillaume d'Orange. Donc, toujours le thème des preux. On a les statues des preux, les statues des preuses, la salle des preuses. Et si vous allez visiter Coucy, vous aurez également une salle des preuses et une salle des preux. C'est un thème qui était cher à Louis d'Orléans. On le sait puisque donc, sur le château de Coucy qui a été acheté par Louis d'Orléans, on avait la salle des preux, la salle des preuses. À Pierrefonds, construit par Louis d'Orléans, on avait les statues des preux, ça on les a retrouvées. On a les statues médiévales, ça n'est pas une invention de Viollet-le-Duc. Et sur d'autres châteaux, à la Ferté-Milon notamment, il devait y avoir les preuses sur la façade du château, château qui n'a jamais été terminé, car Louis d'Orléans a été assassiné en 1407 par son cousin. Lorsque l'on ouvre le château à la visite, en 1866, les visiteurs peuvent voir dans cette salle des preuses la collection d'armures médiévales de Napoléon III, qui, en 1870, a été démontée en urgence et a été emmenée à l'Hôtel des Invalides. Donc, cette collection, elle existe toujours, hein, elle est à Paris, au musée des Armées. On avait la collection d'armures et on avait également une collection des armes de poing qui étaient à l'intérieur du château. Donc, quand les visiteurs viennent au 19e siècle, le château est en chantier et ça pose parfois quelques petits problèmes de cohabitation entre les ouvriers et les visiteurs, à tel point que Viollet-le-Duc avait dû imaginer un règlement de visite dans lequel il interdisait notamment les cannes et les parapluies. Il interdisait les chaussures cloutées pour ne pas abîmer les parquets. Et il interdisait la chanson aussi pour ne pas distraire les ouvriers qui étaient en train de travailler. On va poursuivre notre visite. Et je vais vous emmener. Alors, j'ai un petit souci de connexion de mon côté. C'est un petit peu lent. Je pense que ça va aller. C'est bon. On va aller dans la tour Alexandre qui se trouve ici. Donc, cette tour, elle est très intéressante parce qu'on le voit là. Ici, vous avez une délimitation, en fait, entre les pierres de droite, qui sont les pierres médiévales, les pierres du château de Louis d'Orléans, les pierres donc, du château du Moyen-Âge, et à gauche, les pierres de Viollet-le-Duc. Donc là, il a conservé les ruines et il est juste venu refaire la tour autour de ces pierres qui existaient. On va maintenant passer dans le chemin de ronde. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Nous allons survoler. Alors, je vois un message. Pourquoi les armures et les armes de poing ont dû être déménagées à la hâte? Parce qu'en fait, les Prussiens arrivaient. En 1870, la France est en guerre contre la Prusse et les Prussiens arrivent et visent Paris. Donc voilà, c'est ça, pour les protéger du conflit avec la Prusse. Là, on est dans une salle qui se trouve au rez-de-chaussée de la salle des Preuses, qui est une salle qu'on appelle la salle des gardes. Mais historiquement, cette salle, c'est une invention de Viollet-le-Duc. On a conservé dans cette salle un dépôt lapidaire. Donc, tout ce que vous voyez, ce sont des pierres qui ont été retrouvées, soit lors de fouilles archéologiques, soit sur le site du château directement, et qu'on a mis ici pour pouvoir les conserver, voilà, pour vous montrer quand même que Viollet-le-Duc n'est pas parti de zéro. Alors,
peut-être que vous aviez déjà vu le château de Pierrefonds, mais sans vous en rendre compte, dans de nombreux films et séries qui ont été tournés à Pierrefonds. Comme aujourd'hui le château est vide, c'est très pratique pour une équipe de tournage de venir avec des meubles, avec le décor. Et je vais vous passer un extrait. C'est celui-ci, c'est Jeanne d'Arc de Luc Besson. Donc là, on reconnaît le salon de réception. Voilà, ils entrent à l'intérieur du salon. On reconnaît les décors avec les aigles et les porcs-épics. On voit aussi les boiseries. Et là, magie du cinéma, on a changé de pièce, on est dans la salle des Preuses, regardez. On a la tribune en face de nous, et là, on a la cheminée avec les 9 Preuses que l'on voit dans le fond. Donc, il y a énormément de films qui ont été tournés à Pierrefonds. Je ne peux pas vous faire toute la liste, mais il y a une série ici qui, quand même, c'était Merlin, où la série a été entièrement tournée ici à Pierrefonds. Maintenant, avant d'achever la visite, je vais vous emmener dans les caves du château de Pierrefonds. Donc, c'est au niveau -1. Voilà. Vous prenez un escalier et vous arrivez dans ces caves. Alors, on a 2 niveaux de caves à Pierrefonds, ce niveau-ci et un niveau encore en dessous. Les caves du dessous sont les caves médiévales de Louis d'Orléans. Ici, elles ont été en partie restaurées par Viollet-le-Duc. On voit ici un calorifère. Regardez. Donc, il y a bien des calorifères. Tout avait été prévu. Ça, ce sont les calorifères qui devaient chauffer la salle des Preuses, justement. Dans ces caves, on a des gisants, donc des personnes allongées, ainsi que des orants, des personnes en prière. Tout ça, ce sont des copies de tombeaux de gens importants de l'histoire de France qui ont été réalisés à la demande de Louis-Philippe au XIXe siècle, qui voulait installer un musée de l'histoire de France à Versailles. Et donc, il avait demandé ces copies. Au XXe siècle, le musée de Versailles, enfin le château de Versailles, a souhaité ne plus avoir ces gisants. Et donc, ils ont été amenés ici, au château de Pierrefonds. Et on les a mis dans cette cave où il y a toute une scénographie avec de la lumière, avec des poèmes aussi qui sont murmurés. Donc, c'est assez beau à voir. Là, c'est très lumineux par rapport à ce que c'est d'habitude. C'est quand même plutôt dans la pénombre. Donc, voilà pour les caves. Je vous propose de ressortir ici. On va remonter et je vais vous montrer une petite curiosité puisqu'on m'en a parlé tout à l'heure. On m'a demandé, mais alors les chats de Viollet-le-Duc? Alors, Viollet-le-Duc aimait beaucoup les chats. Et en fait, je vais enlever le plan, voilà. Sur toutes les petites lucarnes que vous avez ici, vous avez à chaque fois des chats. Alors, je vous les montre. Ici, vous avez un chat. Ici, un autre chat. Ici, un chat. Et là, regardez, celui-ci tient un chaton dans la gueule. Donc, c'est pour ça, moi, quand je suis arrivée au château de Pierrefonds, ma collègue m'a dit, il y a 22 chats, il y a 11 lucarnes, donc x2, 22. Mais il y en a un qui tient un chaton dans sa gueule. Et donc, j'ai mis un certain temps avant de trouver quel était ce chat. Je vous propose de finir la visite en remontant au sommet, parce que c'est quand même la plus belle vue qu'on ait, pas du château, mais des alentours, du coup, et des toits du château. Donc, ma visite s'achève ici, avec cette vue sur les environs de Pierrefonds, sur le village et sur le lac. Je vais laisser la parole à Julie et à ma collègue Karine qui va vous présenter les offres du CMN.
Rebonsoir à tous. Un grand merci Emma, c'était passionnant, c'était magnifique de découvrir ce château en votre compagnie. Merci à tous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles Emma a peut-être pas encore répondu. J'ai vu qu'elle avait réussi à en prendre quelques-unes au vol et que Karine avait aussi beaucoup répondu dans le chat. Donc si vous avez toujours des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous les poser. Karine va maintenant vous présenter un peu plus en détail le Centre des Monuments Nationaux si vous ne connaissez pas. Et moi, je peux aussi répondre à une question, la prochaine visite 360, puisque nous allons organiser une visite par mois maintenant avec le Centre des Monuments Nationaux. Et donc, on pourra se donner rendez-vous en début du mois prochain pour le Mont Saint-Michel. Voilà, donc je laisse maintenant Karine prendre la parole et je vous mets tout de suite la suite de la présentation. Merci Julie. Alors avant d'envisager cette présentation du CMN, j'ai noté quelques questions pour lesquelles je n'ai pas pu apporter de réponse. Emma, Oui. tu vas peut-être pouvoir nous aider. La durée des travaux, j'ai répondu 20 ans C'est 27. approximativement. 27. Voilà, 27. Est-ce que tu connais un petit peu la symbolique des personnages fantastiques qui ont été représentés Viollet-le-Duc? Non, alors c'est Viollet-le-Duc qui les a dessinés. Donc en fait, il s'est inspiré de choses qu'il avait pu voir à gauche et à droite. Il n'y a pas forcément de symbolique derrière. Lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est le bestiaire médiéval, donc les animaux fantastiques en général. Merci Emma. Et une toute dernière, est-ce que tu connais à peu près le nombre d'ouvriers qui sont intervenus sur ce chantier de restauration? Alors, oui, et ça tombe bien parce que j'ai justement mes notes avec moi. Donc, alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un historien, Monsieur Timbert, qui a écrit un livre sur le chantier du château de Pierrefonds, parce qu'en fait, on a toute la correspondance entre Eugène Viollet-le-Duc et Lucien Wiganowski, puisque Viollet-le-Duc avait d'autres chantiers en parallèle, donc il ne pouvait pas être tout le temps sur Pierrefonds. Du coup, il avait Lucien Wiganowski, qui lui était tous les jours à Pierrefonds et qui tous les jours écrivait des lettres, des comptes rendus détaillés sur le chantier. Donc ça, c'est une source inestimable pour les historiens. Alors, on avait entre 70 et 100 ouvriers par jour sur le chantier. Au maximum du maximum, c'était 200. Et il y a même des périodes où les ouvriers travaillaient la nuit, notamment pour les peintures, pour que ça aille plus vite. Super, merci Emma. Je pense que tu as dû répondre du coup au manqué de ces réponses. Merci beaucoup. Alors, juste pour conclure, quelques mots sur le Centre des Monuments Nationaux, puisqu'effectivement, Pierrefonds fait partie du Centre des Monuments Nationaux. Alors, cet établissement, c'est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Culture et notre métier, c'est de conserver, de restaurer, d'entretenir et d'ouvrir au public une centaine de monuments nationaux dans toute la France. Alors, parmi les plus connus, j'ai envie de vous citer l'abbaye du Mont-Saint-Michel que vous voyez à l'image, le Panthéon, l'Arc de Triomphe, la cité de Carcassonne, le château d'Azay-le-Rideau, et bien d'autres. Non loin de Pierrefonds, vous l'avez cité, vous avez été nombreux à le citer, le domaine national du château de Coucy dans l'Aisne. Et puis cette année, nous avons plaisir à ouvrir au public dès le début de l'été la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Ce que je peux vous dire également, c'est que pour les amoureux du patrimoine, nous avons mis en place un abonnement annuel. Slide suivante, s'il te plaît, Julie, si tu le peux. Le Passion Monument, encore, voilà, super, merci à toi. Le Passion Monument, donc pour 45 €, vous avez la possibilité de visiter en illimité tous nos monuments nationaux, en tout cas la plupart, et de bénéficier de certains avantages, comme des journées privilèges. Vous recevez également l'infolettre toute l'année, vous recevez des invitations à des événements particuliers et vous bénéficiez de remises dans nos librairies boutiques, sans compter vous pouvez bénéficier de tarifs réduits à l'entrée de certains sites partenaires tels que, je pense à Chantilly pour le coup, qui n'est pas très loin du château de Pierrefonds. Et pour conclure, pour revenir au château de Pierrefonds, puisque Emma vous a fait découvrir certains espaces
fermées au public et on a eu beaucoup de questions sur ces salles-là. Donc ces salles-là, vous avez la possibilité de les voir à l'occasion de visites privées en dehors des heures d'ouverture au public. Donc ça se fait par petits contingents, par petits groupes d'individuels ou des petits groupes. Donc vous avez la possibilité soit de vous contenter d'une visite simple, mais aussi de clôturer ces visites avec des cocktails. Donc un cocktail que vous pouvez faire dans la chapelle, qu'Emma a pu vous montrer, mais également dans cette très belle salle, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de réactions dans la chambre de l'impératrice. Donc ça, ce sont des choses qui sont parfaitement envisageables au château de Pierrefonds. Et puis des visites en journée, des visites cap ou pas cap, des visites un peu décalées qui sortent un petit peu des circuits traditionnels de la médiation telle qu'on a pu la suivre aujourd'hui, où on vous invite à utiliser des objets, à découvrir, à faire appel à vos sens en tout cas, pour découvrir autrement le château de Pierrefonds. Voilà ce que je peux vous dire sur le Centre des Monuments Nationaux. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir réaliser ce premier cycle de conférences aux côtés de Conférencia. Et merci à toi, Emma, pour cette visite remarquable. Et merci à vous, Karine, également de nous avoir présenté donc, les possibilités de visite, notamment au château de Pierrefonds. Vous avez l'adresse email qui s'affiche, pierrefonds@monuments-nationaux.fr, si jamais vous avez des questions un peu plus précises sur, j'ai vu notamment les dates des journées peut-être privilèges. Une autre question, il y a bien un replay de cette conférence et vous est envoyé par email dès demain, vous n'avez rien à faire. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Je crois en tout cas que j'en ai pas vu de nouvelles passer. N'hésitez pas à m'indiquer dans le chat. On a encore quelques minutes avant de finaliser cette conférence. Donc si vous voulez profiter d'avoir la chance d'être en compagnie d'Emma ce soir pour poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Alors, je vois la question, que fait Emma? Je suis guide conférencière, c'est mon métier. Et j'y avais répondu, j'avais bien précisé, Emma est guide conférencière, travaille notamment au château de Pierrefonds, mais aussi dans d'autres lieux, je pense. Pour la prochaine conférence, donc, ce sera le 17 mars à 18h30. C'est encore un fichier en visite 360 et donc sur le Mont Saint-Michel. On avait également une question, si je me rappelle bien, de Jean-Pierre qui nous demandait si on pouvait avoir accès au plan de Viollet-le-Duc, s'il existait des archives. Alors, il y en a certains, oui, qui sont aux archives départementales de l'Oise, donc à Beauvais. Il y en a une partie qui ont été numérisées également, mais oui, ils sont consultables aux archives. Eh bien, merci beaucoup, Emma. On a aussi plusieurs questions sur les visites privées. Oui. Est-ce qu'il faut constituer un groupe soi-même ou oui. des groupes Il faut constituer un groupe. Ce ne sont pas des visites pour les individuels, il faut venir en groupe. Alors, si vous êtes 2, ça peut faire un groupe. Hein. Oui, c'est individuel regroupé, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il soit constitué, ce groupe. Et on a également une question pour savoir s'il y a des forums des monuments historiques sur le site. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris à votre question, Carole, mais en tout cas, il y a des réseaux sociaux, évidemment, du Centre des Monuments Nationaux que vous pouvez retrouver peut-être sur Facebook. Ernesto vous demande quel est le style architectural de Pierrefonds. Alors, ça, c'est une question un peu piège parce que c'est pas du Moyen-Âge, c'est pas médiéval, donc on pourrait appeler ça néo-gothique ou néo-renaissance pour la partie de la galerie avec la partie, oui, qui est plus Renaissance. Mais en tout cas, il n'est pas médiéval. Il copie le médiéval, mais au 19e siècle. Combien en a-t-on cédé? Alors là, je ne saurais pas vous dire exactement. Ouais, je te dirais une centaine, mais sans garantie. Hein. On a également une question sur la salle. Alors, normalement, c'est 2024. Fin 2023, présumé la fin des travaux. Donc, début 2024. Question sur les toits. Alors, malheureusement, non. Les toits ne sont pas accessibles en visite. Voilà, et après on avait aussi une question, je pense, donc il y aura bien un replay de cette conférence qui vous sera envoyé. Par contre, je ne pense pas que le fichier visite 360 soit accessible sur le site du château de Pierrefonds.
Non. Non. Non, voilà, c'est une exclusivité ce soir de pouvoir apprécier ces belles Par images. contre, c'est une visite qu'on propose à des groupes. Par exemple, moi, j'ai fait des visites 360 pour des EHPAD, Voilà. pour des publics empêchés. Alors, pas forcément empêché, hein, cette visite, elle est Oui, accessible à elle est accessible à tous. qui souhaite la suivre. C'est une visite qu'on commercialise auprès des groupes. Et je sais peut-être aussi auprès de scolaires. Oui, oui, groupe scolaire ou adultes. Voilà. Je vous demande qu'est-ce qui est accessible en visite normale. Je sais que Alors, Karine en a vu visite une vingtaine de salles. l'aile des invités avec l'exposition Monduit, la chapelle, la galerie de la chapelle, pas la tribune, hein, la galerie, le salon, le cabinet de travail, la chambre, la salle des preuses, les caves, la salle des gardes au rez-de-chaussée, la salle de la maquette qu'on ne voit pas dans la visite 360, mais il y a une maquette également au rez-de-chaussée. Et on vous demande aussi votre pièce préférée. Ah, bonne question. Je crois que c'est quand même la chambre de l'impératrice, Oui. parce qu'elle est vraiment magique. En tout cas, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir profiter de ces images ce soir. Également une question de Anne, et je pense qu'après on nous aura Alors, au bout de combien de temps Napoléon III a-t-il abandonné l'idée de venir s'installer à Pierrefonds? On pense que dès les années 1860, il a changé d'avis. En fait, il n'y a pas eu de décision claire et nette. Il n'a pas dit je ne veux plus. Ça s'est fait dans les années 1860, puisqu'on sait déjà en 1863-64 qu'il ne veut plus venir. Et c'est son cousin. Donc, pour la petite histoire, son cousin, on le surnommait Plomb-Plomb, parce qu'ils s'appellent tous Napoléon dans la famille, donc il faut les différencier. C'est lui qui a vraiment poussé Napoléon à à continuer le chantier. Merci beaucoup en tout cas. Emma, vous avez énormément de remerciements dans le chat, on vous les enverra demain. Beaucoup saluent à la fois vos connaissances, bien évidemment, votre diction, et aussi, évidemment, on sent votre passion pour ce monument. Je vous remets le lien d'inscription pour la prochaine conférence sur le Mont Saint-Michel dans le chat pour ceux qui l'avaient demandé. Et peut-être pour finir sur une dernière question, quelle est l'origine du nom Pierrefonds ? Alors, pour ça, il faut savoir comment s'appellent les habitants de Pierrefonds, qui s'appellent les Pétrifontains. Alors, en fait, Pierre, c'est voilà, la pierre, et le fond, c'est le fond, la fontaine. Même si aujourd'hui, ça s'écrit DS, avant, ça s'écrivait avec un T. Donc, ça vient des sources, en fait, de l'eau qui est à Pierrefonds.